Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine dominée par la démission fracassante du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui a remis sa démission au président de la République Emmanuel Macron. Une démission suivie d'un communiqué très sec dans lequel il exprime son désaccord avec le président et le fait que, ayant été loyal, ne pouvant plus défendre le budget pour faire fonctionner l'armée tel qu'il pensait que ça devait être, il a décidé de remettre sa démission. C'était devenu au fond inéluctable car depuis quelques jours, les deux hommes étaient montés dans la surenchère. D'abord, le général Pierre de Villiers, interrogé devant la commission de la défense à l'Assemblée nationale, à huis clos, faut-il le rappeler, avait tenu des propos radicaux sur justement son opposition à la baisse du budget, puisque le président de la République avait décidé de faire une coupe budgétaire de 850 millions pour les armées, lequel le président de la République a profité d'une cérémonie publique, la fameuse Garden Party du ministère de la Défense, le 13 juillet, veille du 14, pour recadrer sèchement le général en expliquant qu'il était le chef et qu'en gros il fallait circuler. Du coup, la démission dans ce contexte était devenue sans doute inévitable. Les deux hommes se sont expliqués en début de semaine. Lundi, le général a retenu sa démission et finalement, ce mercredi, lors du Conseil restreint de défense, il a remis sa démission au président de la République, ce qui clôt une séquence très compliquée pour le pouvoir, car incontestablement, c'est la première vraie crise de ce quinquennat, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un chef d'état-major des armées remet sa démission, claque la porte de manière aussi fracassante, scellant ainsi son opposition à une baisse du budget. Pierre de Villiers s'était fait remarquer jusqu'à présent pendant tout son passage à la tête des armées par sa défense bec et ongle du budget de la défense. Il avait eu gain de cause face à François Hollande, auquel il avait imposé justement le fait de maintenir le budget en l'état, avec l'aide, il est vrai, il faut le dire, du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, ce qui n'a sans doute pas été le cas avec l'actuel ministre, la ministre de la Défense, qui est là pour défendre le budget des armées, mais qui évidemment, les contraintes budgétaires fixées par le président de la République depuis le changement de pied en début de semaine, avait décidé de diminuer le budget de 850 millions, même s'il avait fait la promesse de l'augmenter l'an prochain. Mais pour le général, ce n'était pas possible de tenir cette ligne. Voilà donc une crise qui se noue et qui se clôt rapidement, puisque aussitôt, dès la fin du Conseil des ministres, on a appris la nomination d'un nouveau chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui jusqu'à présent était le chef d'état-major particulier du Premier ministre. Alors est-ce que cela veut dire que c'est la fin de l'état de grâce pour Emmanuel Macron ? C'est en tout cas la fin, j'allais dire, de cette philosophie du « en même temps ». On voit bien que vouloir à la fois faire des économies budgétaires, ne pas augmenter les impôts, voire les baisser, créer une situation impossible pour certains budgets. Le président de la République a fait le choix de rentrer dans les clous budgétaires pour l'année 2017. Faut-il le rappeler, il y a un trou de 4,5 milliards constaté par la Cour des comptes et donc il faut faire des économies. Le président a décidé de n'épargner aucun secteur, y compris les secteurs régaliens comme la défense, comme la sécurité. Et donc les armées sont mises au régime sec, 850 millions. À l'échelle d'un budget qui est supérieur à 30 milliards, ce n'est pas grand-chose, mais c'est symbolique, assez pour qu'un général démissionne. Il est clair que la philosophie du « en même temps », on voit bien que Emmanuel Macron est obligé de sortir de l'ambiguïté. Ça crée des tensions et ça crée cette situation inédite qui fait que le président de la République est en première ligne, en tant lui-même chef des armées. Il est obligé de tirer les conséquences de cette crise ouverte entre lui-même, le chef des armées, et son chef d'état-major. Du coup, il y a cette démission qui paraissait bien sûr inéluctable.
Je ne sais pas si on peut parler d'une fin d'état de grâce. En tous les cas, c'est véritablement la fin de cette période où le président de la République a joué beaucoup sur la scène internationale, a engrangé un maximum de bons points sur le secteur étranger, où il a pu rétablir cette image de verticalité, cette image du président de la République régalien, une séquence très positive qui a beaucoup plu aux Français, on le voit dans les enquêtes d'opinion, mais qui en même temps, on voit bien que sur le plan intérieur, oblige le président aujourd'hui à sortir de l'ambiguïté parce qu'évidemment il doit faire un budget, il doit boucler le budget pour 2007, il doit préparer celui de 2018 qui s'annonce extrêmement compliqué parce qu'il faudra faire des économies et peut-être des économies sur des secteurs jusque-là que le président n'a pas voulu aborder. Je pense aux retraites, je pense à la Sécu où il a fait beaucoup de promesses coûteuses qu'il faudra évidemment financer. Ça se traduit quand même dans notre sondage mensuel. Emmanuel Macron perd 3 points. Alors effectivement, s'il y a cette bonne image que je relevais à l'instant, c'est cette capacité à se mettre en marche au niveau international, cette capacité à séduire Donald Trump, on l'a vu lors du 14 juillet, à se mettre éventuellement Vladimir Poutine dans la poche, c'est beaucoup plus difficile sur le plan intérieur et on voit les premières insatisfactions des Français. Le tableau de bord des personnalités politiques que nous publions cette semaine dans Paris Match, tableau de bord IFOP, montre que l'exécutif perd des points, perd du terrain. C'est surtout Édouard Philippe, le Premier ministre, qui trinque le plus, moins 7 points. Alors certes, il reste au-dessus de 50%. Il continue à bénéficier de la bienveillance des sympathisants de droite, mais il perd beaucoup à gauche et chez les marcheurs. Le président de la République recule également, on l'avait vu dans un sondage précédent, c'est confirmé avec cette enquête, il perd 3 points. Il reste évidemment à un niveau élevé en début de quinquennat, 66%, mais là encore, il perd surtout à gauche, moins 12 points auprès des sympathisants socialistes et il est un petit peu moins haut à droite. C'est pas très grave encore, mais on voit bien que l'opinion bouge et elle se satisfait pas de tous les premiers pas d'Emmanuel Macron sur le plan intérieur. En même temps, c'est le début du quinquennat, les réformes se mettent en place, elles ne plaisent pas toutes. Je pense notamment à la réforme qui s'annonce pour tout ce qui touche le secteur des collectivités locales, la difficile application de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Le grand oral devant les sénateurs s'est plus ou moins bien passé, mais on voit bien que la demande d'économie de 13 milliards, la suppression du nombre d'élus locaux dont la plupart sont bénévoles, sont des annonces qui ne sont pas très bien passées. Et puis il y a évidemment ce clash avec les armées qui ne devrait pas améliorer la cote du président. C'est toujours un problème pour un président de la République d'avoir un clash avec les armées en début de mandat. Ça installe une image que le président va devoir retravailler, il va devoir faire beaucoup d'efforts pour reconquérir le terrain perdu auprès d'une communauté qui est très soudée et qui va très mal vivre la démission d'un général qui par ailleurs était très respecté par ses troupes. Ça obligera sans doute Emmanuel Macron à mettre les bouchées doubles avec les militaires et à tenir sa promesse d'amener le budget de la défense à 2% du PIB en 2025, ce qui obligera le gouvernement à ajouter plus de 2 milliards par an jusqu'en 2025, alors que pour la première année, il supprime 850 millions. On le voit, le travail sera à Lyon, il y aura un travail de relations améliorées avec les militaires. Peut-être que le nouveau chef d'état-major l'aidera sur ce point. Lui aussi a un parcours de haut gradé plutôt respecté par les troupes. Il a un profil qui est assez proche de celui de Pierre de Villiers. Ça aidera peut-être Emmanuel Macron à sortir de cette crise. Oui, alors nos internautes majoritairement soutiennent le général de Villiers et condamnent la décision d'Emmanuel Macron, mais est-ce que le général de Villiers était sorti des clous en disant ce qu'il avait dit devant la représentation nationale? Absolument pas. Le général de Villiers a respecté totalement les formes qui lui étaient soumises. Il s'est exprimé devant la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Ce sont des auditions qui sont prévues par les assemblées. Elles se déroulent à huis clos devant des parlementaires qui, en principe, doivent garder pour eux
ces discussions. Il se trouve que là, certains parlementaires ont fait fuiter les déclarations du général, qui a répondu assez librement et avec le ton qu'on peut connaître de la part d'un militaire, puisqu'il a déclaré notamment « je ne vais pas me faire baiser, pardonnez-moi le terme, par Bercy ». Donc évidemment un terme cru qui ressemble tout à fait à ce qu'on peut entendre dans les rangs militaires. Il n'y a pas eu de faute de commise de la part du général, sauf qu'à partir du moment où ses propos en opposition avec ceux du président de la République sont sortis, sont devenus publics, ça devenait assez inéluctable qu'il y ait une crise, puisque le président lui a répondu dans la foulée, vertement. Et du coup, cette surenchère, cette opposition sur la place publique ne pouvait se terminer que par une démission ou un limogeage du général. Dernière question, sous la Ve République, traditionnellement le ministre de la Défense est en fait le ministre de la Défense du budget des armées. Un bon ministre de la Défense, un ministre qui sait défendre son budget. Et là, Florence Parly, qui vient d'être nommée, a été tout à fait transparente. On ne l'a quasiment pas entendu dans cette affaire. Est-ce que ça pose pas un problème de crédibilité pour elle? Alors dans cette affaire qui remonte à déjà plusieurs semaines, on voit que la difficulté a sans doute été, j'allais dire, la transparence du ministère de la Défense, lequel ministère de la Défense a été occupé en même pas 2 mois par 2 personnes. D'abord Sylvie Goulard qui a démissionné rapidement après les élections législatives, alors que déjà il y avait des arbitrages budgétaires qui se préparaient en défaveur des armées. Et puis ensuite elle a été remplacée par Florence Parly qui a la particularité d'être une ancienne ministre du budget, donc qui connaît bien Bercy. Et pour les militaires, ils ont vu finalement la manœuvre qui se préparait, à savoir qu'ils allaient avaler des couleuvres budgétaires que le général Pierre de Villiers essayait d'éviter depuis plusieurs années. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement entre à la fois le président de la République et le général Pierre de Villiers, il n'y a pas eu de démineur, c'est-à-dire un filtre qui permette justement, peut-être au niveau du ministère de la Défense, d'essayer d'accompagner ces coupes budgétaires qui étaient imposées par le président de la République. Et peut-être qu'il y aurait pu avoir un discours pour essayer d'accompagner ces coupes devenues nécessaires par le fait qu'il fallait trouver 4,5 milliards d'euros d'économies. Il n'y a pas eu ce travail en amont et finalement c'est un petit peu comme 2 trains qui se sont entrechoqués sans que quelqu'un n'essaie d'empêcher ce clash et ce clash avec les armées qui à l'arrivée va coûter cher à la fois aux militaires qui vont devoir se serrer la ceinture et en même temps au président de la République en début de mandat qui se serait sûrement bien passé de ce clash avec son général d'état-major et par conséquent avec le monde militaire qui risque de lui en vouloir. Merci Bruno Jeudi.